Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons démarrer ce webinaire comme prévu de 13 à 14, un vendredi, donc dernier jour avant les vacances. Toujours un grand moment à partager. Nous sommes heureux de vous voir à nouveau assister à notre webinaire. Et donc, nous allons être 4 intervenants que je vais présenter dans quelques minutes. Alors, pour débuter ce webinaire, déjà, je vous souhaite la bienvenue à ces webinaires que j'appellerai les webinaires de l'extrême. En effet, après le webinaire en période de confinement, le webinaire un jour férié, le webinaire un jour de couvre-feu, nous inaugurons le webinaire un vendredi, dernier jour avant les vacances scolaires. Je crois que vraiment, décidément, cette année 2020 est une année exceptionnelle. En tout cas, aujourd'hui, quel webinaire! Alors, mesdames, messieurs, bienvenue au cœur du plus grand procès de l'histoire managériale et excusez-moi d'être manager. Vous allez assister aux plus belles plaidoiries en faveur de nos accusés, les managers, des plaidoiries qui seront exécutées de main de maître par nos avocats du jour. Je vous remercie donc de faire un accueil chaleureux à Laura Sérotonine Immacolato, notre pilule du bonheur, à Juliette Energizer Durand, vous comprendrez rapidement pourquoi. Bonjour. Et à notre sage de Vincennes, celui qui ne croit que ce qu'il voit, notre Jean-Paul Thomas National. Merci en tout cas à vous d'être présent pour ce moment, on pourrait dire, d'anthologie managériale. Et donc, moi, en tant que présentateur de ce procès, laissez-moi quelques minutes pour introduire le contexte. Alors, il est évident que certains diront que nous avons pris un titre particulièrement clinquant pour attirer un maximum de personnes et bien sûr faire le buzz. Et la présence de milliers de participants à ce séminaire démontre bien évidemment notre réussite. D'autres n'en ont rien à faire du titre, bien évidemment, et probablement qu'une grande majorité d'entre vous auront compris que ce titre est avant tout un message pour tirer une sonnette d'alarme. Donc nous la tirons bien évidemment sous le trait de l'humour, comme nous en avons l'habitude, mais nous la tirons avant tout comme un trait d'amour pour ce métier que nous apprécions tant. En effet, après avoir écrit un article il y a quelque temps sur la façon dont est traitée la différence d'opinion et la manière d'attaquer les idées qui n'iraient pas dans le sens commun, cela nous est paru évident que la peur avait changé de camp depuis quelque temps. Nous avons l'opportunité de côtoyer des managers au quotidien. Certains managent des collaborateurs, des techniciens, des ouvriers, d'autres managent des managers, d'autres surfent dans les hautes sphères hiérarchiques. Et tous ne sont pas traités avec le même respect qui leur est dû. J'ai été pendant plus de 12 ans un manager. Je connais ce métier, je connais sa valeur, je connais ses plaisirs, je connais ses difficultés, et même si c'est un métier aussi exigeant qu'enrichissant, je l'ai toujours aimé. J'ai toujours apprécié faire ce métier. Pas pour son statut, pas pour le pouvoir, pas pour l'argent, même si j'ai bien gagné ma vie grâce à ce métier-là, mais simplement parce qu'accompagner les autres a toujours été dans mes préoccupations et que c'est un formidable moyen d'avoir un rôle pour ces gens que nous accompagnons. J'ai toujours considéré d'ailleurs qu'être manager, c'est être un référent. Pas au sens technique ni au sens de modèle, mais au sens de ces personnes qui ont accompagné nos chemins et nous ont transmis des valeurs et contribué au développement de notre estime. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, attention, hashtag balance ton stop. Marre de voir à longueur de journée des posts LinkedIn nous expliquer ou nous vendre des recettes miracles sur comment être un bon manager Covid, ou l'art de bien manager dans l'incertitude, ou encore le management bienveillant à distance. J'ai hâte de lire le prochain post sur l'art magique du manager vaudou. Mais surtout, marre de voir ce que cette société donne comme image de ce métier et de ce rôle. Marre de voir des collaborateurs utiliser parfois des artifices de victimisation pour mettre au pilori des managers qui osent avoir des exigences. Marre de voir ces entreprises dire parfois à leurs managers de se former sur telle ou telle méthodologie nouvelle et à la mode, un peu comme on enfile une nouvelle robe chez Zara pour finalement la poser quelques secondes plus tard dans le tas de linge déplié. Depuis plus de 25 ans, je suis dans le monde du management et j'ai vu des managers, j'ai vécu en tant que manager et j'ai vaincu comme un manager. Mais je ne peux plus accepter aujourd'hui ces doigts pointés vers un bouc émissaire facile. Aujourd'hui, je le sais, les managers ont peur. Ils ont peur de mal faire, ils ont peur de mal dire,
Ils ont peur de mal écrire, de mal réagir, de mal analyser, de mal comprendre, d'être mal aimable, d'être maladroit. Et au final, ce sont eux qui ont mal. Et tout ça commence à ressembler à un très mauvais escape game. Sauf que dans celui-ci, la plupart du temps, vous finirez seul. Et que pendant que le jeu se déroule, on y voit plutôt des doigts pointés que des mains tendues. Et bien sûr, certains d'entre vous objecteront véhément que je ne suis pas objectif, que j'occulte tous ces managers, manipulateurs, vils et pervers qui inondent les espaces de travail de leur médiocrité, que je ne prends pas en considération la souffrance de leurs victimes, qui a des chiffres éloquents qui montrent leur atrocité. Mais n'est-ce pas aussi un constat de ce que vous voyez tous les jours dans la société? Je vous répondrai bien sûr, le regard haut et fier avec toute l'assertivité qui fait mienne, je n'occulte rien. Je replace les faits dans leur contexte. Et je n'occulte pas non plus le fait que ces charges portées envers les managers sont parfois aussi une manière de faire du buzz. Car rarement elles ne font l'objet d'un procès en diffamation, car elles se gardent bien de rester généralistes. Alors aujourd'hui, il est temps, messieurs, aujourd'hui, il est temps, mesdames, il est temps de rétablir des vérités et de réétablir les responsabilités. Il est temps de décoller quelques étiquettes et des généralités souvent contrefaites. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour dire à tous ces managers courageux, à ces héros de l'ombre trop souvent pointés du doigt, manager, je vous connais, manager, je vous comprends, manager, je vous aime. Je vous préviens également que pendant ce webinaire, nous ne vous apporterons aucune solution ou truc et astuce. Notre parti pris d'aujourd'hui est totalement différent. Il est donc temps de faire entrer les accusés et de laisser nos avocats du jour réaliser leur plaidoirie. Mesdames, messieurs, prenez donc place et en tant que membres du jury, entrons au cœur d'un procès où la vérité sera rétablie. Au nom de l'amour que j'ai pour ce métier, au nom de la noblesse qu'il possède, au nom de tous ceux qui sont les dommages collatéraux d'une minorité non représentative. Et mesdames, messieurs les membres du jury, rappelez-vous que derrière ce nom commun manager, il y a également des femmes et des hommes, des mamans et des papas. Il y a avant tout des êtres humains pour qui les mots peuvent être violents. Alors, maître Laura Sérotonine Immacolato, vous êtes en charge de défendre les managers contre les attaques de la société. Qu'avez-vous à dire aujourd'hui, maître, pour défendre nos accusés du jour, les managers? Bonjour, Eric, notre Batman. Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, Peggy, Laurent, Camille, Marine, bonjour. Alors oui, je suis devant vous aujourd'hui car il est reproché à ce dit manager d'échouer face à des objectifs trop souvent non smart dans un écosystème en mouvement perpétuel. Face à ce chef d'accusation, nous allons tenter de comprendre ensemble, mesdames et messieurs les jurés, comment cet homme ou cette femme dit manager a pu progressivement basculer vers un sentiment d'hyperculpabilisation, celui-là même qui empêcherait de distinguer le bien du mal, de préserver notre morale. C'est cette même morale qui pousse l'individu en situation d'incertitude à proclamer à l'échelle internationale son pire ennemi comme pour soulager ses peines. Nous avons pu le voir cette année 2020 à l'arrivée du corona dans nos vies. Ce même engouement a ciblé pour ennemi public numéro 1 ces méchants laborantins chinois. Alors oui, la société viendrait ainsi en drone focaliser sur ce mauvais élève de la classe, dit accusé manager. Mais qui sont véritablement ces dits managers que l'on accuse de tous les maux? Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es, disait Raymond DeVos. Oui, il semble aujourd'hui si délicieux d'affubler ce nouveau cancre sociétal de tous les maux. Car oui, notre système est fondé sur un système de croyances, des bonnes comme des mauvaises, étiquetant parfois bien vite les choses comme les personnes. Ce sont ces mêmes croyances, ressources ou limitantes qui façonnent nos pensées, façonnent notre culture familiale et par extension notre culture d'entreprise. Aussi, notre système de croyances nous indiquerait la valeur que l'on accorde à une chose ou à une personne. Et plus la valeur attribuée est forte, plus le sentiment de confiance est conséquent. Ainsi, aujourd'hui en France, il serait 3 millions, oui, 3 millions, mesdames et messieurs les jurés, Marine, Olivier, Colette,
auquel l'ensemble des salariés, soit environ 30 millions, devraient faire confiance. 3 millions qui seraient censés réussir leur objectif aussi bien en termes de performance économique qu'humaine. Alors oui, je vous pose une simple question, mesdames et messieurs les jurés. Sur ces 3 millions, combien sont-ils reconnus statutairement? Selon le dernier sondage d'OpinionWay, un manager sur 2 n'a pas le statut de cadre. Oui, vous avez bien entendu, 1 sur 2. Vous comprendrez bien là, mesdames et messieurs les jurés, qu'en termes de reconnaissance, ingrédient indispensable qui alimente notre sentiment de sécurité, eh bien, le verbe manquant. Il est la base même de ce qui constitue toute relation de confiance. Dans de pareilles circonstances, comment le manager pourrait-il réellement nourrir sa motivation? Comment parviendrait-il réellement à construire son sentiment d'appartenance, le levier même de son engagement au travail, celui qui porte une équipe dans tous les jours, dans ses réussites comme dans ses échecs? Parlons-en des échecs, de cette étiquette négative que la société accole à loisir au dos du manager. Pensons à tous ceux qui se servent de quelques écarts managériaux pour en faire une généralité sans même savoir ce qu'est même le métier de manager, ni même n'avoir jamais pratiqué ses responsabilités. Pensons à ceux qui vantent les mérites de leur modèle de fonctionnement sans manager, tels les startups, des modèles qui, l'on sait bien, ne se situent absolument pas dans la même phase de développement que l'entreprise. Pensons aussi à ceux qui défaussent l'image du manager en leur cassant sciemment du sucre sur le dos, comme pour mieux vendre leur séminaire dit bienveillant. Car on sait bien, un manager, c'est une créature ignoble, sans cœur, qui se lève le matin et se dit « Aujourd'hui, je vais être odieux, ils vont tous souffrir ». Enfin, pensons à ceux qui font le buzz en montrant que les mauvais aspects du manager, à l'image d'une société voyeuriste, en quête du moindre défaut, et pourtant elle-même corrompue et malade, en les présentant tous un à un. Ainsi, au chef d'accusation d'échec programmé, s'est-on au moins posé la question, mesdames et messieurs les jurés, du choix originel des managers à l'être. En effet, le saviez-vous, 54% des managers n'ont jamais demandé, je dis bien jamais demandé à le devenir. Et oui, mesdames et messieurs les jurés, Audrey, Aurélie, Emmanuel, bonjour. Plus d'1,5 million de managers auraient été ainsi parachutés à leur poste, sans en avoir jamais émis le souhait. C'est comme si le médecin vous annonçait « Écoutez, bonne nouvelle, hein, vous avez un chromosome en plus. En effet, vous êtes une personne formidable, performante, donc vous êtes promu. » Puis une fois en poste, de s'apercevoir que finalement, vous aviez une case en moins. Oui, le docteur ajouterait « Je vous rassure tout de suite, hein, ce n'est pas dangereux pour vous, car c'est pour les membres de l'équipe qu'il faut s'inquiéter. En effet, vous aurez moins de temps à leur consacrer, moins d'énergie, moins de réponses à leurs questions. Et pour ma case en moins, docteur? Ah oui, votre case en moins. Eh bien, écoutez, mauvaise nouvelle, elle ne sera jamais comblée. Alors, je me répète, mesdames et messieurs les jurés, qu'en est-il du sentiment d'appartenance, du lien de confiance qui lie le sedit manager à son entreprise? Ces managers les a-t-on seulement écoutés? A-t-on pris le temps de les amener à réfléchir à leurs perspectives d'évolution professionnelle? A-t-on pris le temps de les informer sur leurs responsabilités? Les a-t-on même formés sur ce nouveau rôle? Prenons l'exemple d'un jeune garçon en pleine puberté, premier au classement en jeu en ligne World of Warcraft. C'est à lui qui est demandé, 3 ans plus tard, à ce dit jeune adulte, du jour au lendemain, de devenir responsable de ses actes. Pourtant, les neurosciences l'ont démontré récemment, le cerveau affectif de l'humain n'atteint sa maturité qu'à l'âge de 26-27 ans. Fort heureusement, nos jeunes sont encore nombreux à être accompagnés par leurs parents durant encore quelques années. Quant à ce manager, mesdames et messieurs, les jurés, jadis bon élément, propulsé en responsabilité du jour au lendemain, de quel accompagnement bénéficie-t-il réellement? Sans filer, ce jeune manager va-t-il confortablement appréhender et assumer ses responsabilités? En écho, comment peut-on demander à ces mêmes managers de préserver la qualité des relations humaines au sein des équipes? Comment leur demander de développer un rôle plus actif des salariés en favorisant leur confiance en eux? Enfin, comment leur demander de s'adapter aux besoins individuels de chacun et de chacune en améliorant leurs ressources par l'assertivité, la résilience ou que sais-je, l'intelligence émotionnelle? Parmi les quantités astronomiques de chiffres et de statistiques sur le bien-être des salariés, il en est un qui semble assez éloquent. Plus de 50% des salariés estiment que leur employeur ne les connaît pas et ne le comprend pas suffisamment.
nous découvrons ici une réelle demande d'écoute et d'insatisfaction. Or, à ce jour, aucun chiffre officiel, je dis bien aucun, n'existe sur la qualité des relations humaines dont bénéficieraient les managers eux-mêmes au sein de leur entreprise. Ainsi, sur ces 3 millions de managers, combien sont-ils réellement écoutés à leur tour? Combien sont réellement accompagnés en gestion émotionnelle? Leur donne-t-on les moyens de connaître et de décoder leur propre fonctionnement pour en écho traduire et comprendre ceux de leurs co-élaborateurs et co-élaboratrices? Ainsi, au chef d'accusation programmé du dit manager, votre honneur, nous plaidons non coupables. Alors, je vous en conjure, mesdames et messieurs les jurés, à quand l'engagement sociétal de tous en gestion émotionnelle, dirigeants, managers, salariés, qui font vivre nos entreprises en conciliant objectifs de performance et développement du bien-être de tous? Nous sommes tous concernés, alors je vous le demande au nom des managers de France et de Navarre, dépassons ensemble nos croyances limitantes afin d'établir des relations de confiance dans le présent et dans l'avenir. Je vous remercie. Merci Laura Serotonine Immacolato pour votre plaidoirie. Nous allons bien sûr poser une question dans le chat, à savoir en tant que jury, puisque vous avez compris aujourd'hui, mesdames, messieurs, notre jury dans ce grand procès. Alors, quel est votre verdict par rapport à ces accusations de culpabilité de la société envers les managers, coupables, non coupables? En tout cas, nous attendons vos réponses dans le chat. Et nous allons bien évidemment passer la main à notre deuxième avocat. Alors, un avocat qui va défendre, bien sûr, nos managers devant des accusations, face à des accusations de plus en plus présentes de l'entreprise envers ses propres managers. Alors, nous sommes vraiment désolés, il y a des difficultés de son au niveau de Livestorm aujourd'hui. Nous faisons le maximum. En tout cas, Jean-Paul va donc nous présenter sa plaidoirie face aux accusations de l'entreprise qui accuse bien sûr ses managers d'être responsables de tous les maux. Jean-Paul, notre sage de Vincennes, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les jurys. Alors, mes clients, les managers, et plus particulièrement les managers de proximité, seraient coupables de ne pas savoir décider, du faible engagement de certains de leurs collaborateurs et par conséquent, de résultats inégalement atteints. C'est ce que laisserait à penser l'attitude de certaines directions d'entreprise. Certes, l'accusation est feutrée, elle est plus suggérée qu'assénée, mais elle agit comme un poison lent, mais poison réel. En droit, l'intention vaut crime. Dans l'entreprise, la suspicion vaut désaveu. Je vous pose une question, mesdames et messieurs les jurys. Quel est le but de cette suspicion? Qu'apporte-t-elle réellement aux directions d'entreprise qui en seraient les auteurs et propagatrices? Prenons l'exemple d'un sport d'équipe. C'est le mot équipe qui est important. Le foot. Que veut dire équipe? Une cohérence collective qui s'appuie sur les liens solidaires entre les membres de l'équipe au service d'objectifs communs et partagés. En fait, comme dans une entreprise, au foot, il y a des avants, des milieux ou demi et des arrières. Et le gardien de but, bien sûr. Quel est le maillon charnière indispensable pour une circulation fluide du ballon des défenseurs vers les avants? Les demi. Des attaquants sans demi, des défenseurs sans demi. Et sur quoi repose alors l'idée d'équipe? Qui se risquerait à nier le rôle et l'importance des demi s'il veut montrer qu'il est attaché à la notion d'équipe? En fait, ce serait l'absence de sens d'une telle accusation qui lui ferait perdre quasiment toute sa légitimité. Retiendriez-vous une accusation vidée de son sens, mesdames et messieurs les jurés? Alors, qui sont les demi dans l'entreprise, les milieux, ceux qui font la fluidité? Ce sont mes clients, les managers, et notamment les managers de proximité, celles et ceux qui devraient être, et qui le font, le lien entre le haut de la pyramide et le socle. Ils sont les liens incontournables qui permettent aux lignes d'être reliées entre elles. Reconnaître insuffisamment mes clients comme ces liens de proximité, sous-estimer leur importance,
leur accorder trop frileusement les moyens d'assumer pleinement au quotidien leur fonction de manager? Je vous pose la question, mesdames et messieurs les jurés. N'est-ce pas en définitive avoir une singulière vision de l'entreprise en tant qu'équipe elle-même? Mes clients, ne sont pas le maillon faible de la ligne managériale. Ils sont peut-être le maillon affaibli, qu'on a affaibli, plus exactement. Dès lors, posons-nous calmement la question, mesdames et messieurs les jurés, quel intérêt pour une direction d'entreprise qui s'appuie à juste titre sur le poids du collectif de paraître peu prendre en compte celles et ceux qui en sont les muscles au quotidien? Vous conviendrez que, comme pour le foot, l'accusation-suspicion est loin d'être fondée. Et vous vous souviendrez que le doute bénéficie toujours aux accusés. Réfutons un autre point, si vous voulez bien. Les managers de proximité seraient insuffisamment impliqués dans la ligne managériale. Ligne managériale, c'est parfois le mot élégant pour dire armée mexicaine. Passons. Mais ne constatez-vous pas, mesdames et messieurs les jurés, des conceptions parfois étranges de la notion de ligne managériale? Vous en voulez quelques exemples. Parlons de calinothérapie. Déjà, le terme en lui-même, calinothérapie, supposerait une webwarie complète. Calinothérapie, paix sociale, ok. Comment ça marche, la calinothérapie? Souvent, ça part des N+, du top management, directement vers les collaborateurs et collaboratrices. Celles et ceux qui, justement, sont les plus en contact de mes clients. Et ce sont bien sûr mes clients, les oubliés du circuit, alors qu'ils sont les plus proches des collaborateurs. Je vous pose la question, à partir de ce simple exemple, mesdames et messieurs les jurés, est-ce que c'est votre conception d'une cohérence dans la ligne managériale? Et dès lors, est-ce qu'on pourrait reprocher à mes clients de s'interroger sur leur engagement dans cette ligne managériale? Par ailleurs, qui se soucie du bien-être de mes clients? Ma consoeur Laura vient d'évoquer avec brio la non-considération de la société envers mes clients. La question peut aussi se poser dans l'entreprise. Il y a là un déséquilibre manifeste, toujours dans le domaine de la calinothérapie, dans la transmission des câlins. Les câlins qui passent directement du haut vers le bas. Et un manager sans câlin, c'est un peu un enfant sans doudou. Curieux souvenir. Redevenons sérieux. Un autre exemple, toujours sur la réalité de la notion de ligne managériale. Les formations pour les managers. En fait, on a l'impression que les managers auraient tellement à changer qu'ils pourraient être en formation tous les jours. En fait, ça serait eux qui seraient un petit peu considérés comme les mauvais élèves pour certaines directions. Mais soyons honnêtes, mesdames et messieurs les jurés. Voyez-vous souvent en formation ceux qui demandent à mes clients de s'améliorer? Bref, passons. Par qui sont décidés et choisis les contenus des formations proposées? Est-ce que mes clients, qui sont pourtant les premiers acteurs concernés, sont pleinement associés? Vous serez d'accord, mesdames et messieurs les jurés, à partir seulement de ces deux exemples, pour trouver questionnante cette conception de la cohérence dans la ligne dans l'idée de ligne managériale. Cela ne peut qu'interroger mes clients sur la traduction dans les actes, une vraie traduction dans les actes de la volonté de les considérer pleinement. Et devrait-il être coupable de ces interrogations? Continuons. Et pour cela, je vous sollicite votre sagacité, votre sagesse, mesdames et messieurs les jurés, en évoquant deux grandes fonctions du manager. Décider et valoriser, motiver ses collaborateurs et collaboratrices. Le top management suspecte parfois mes clients de ne pas assez assumer ces deux fonctions, décider et valoriser. Un manager doit décider. En tout cas, dans la structuration verticale actuelle des organisations, c'est le cas. Réfléchir à une nouvelle structuration qui donnerait un autre rôle au manager sera peut-être l'enjeu des entreprises au XXIe siècle, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, décider, qu'en est-il réellement? Quelle est la zone d'autonomie et de responsabilité des managers de proximité dans cette fonction et dans ce rôle? En fait, mes clients sont sans doute trop souvent les applicateurs
de décisions prises à d'autres échelons, issues de réflexions auxquelles, bien souvent, ils n'ont pas vraiment participé. Et ils doivent convaincre leurs collaborateurs de suivre ces décisions. En fait, ne subissent-ils pas eux-mêmes certaines de ces décisions sans avoir une vision très claire de leur sens, voire même des objectifs à atteindre, des résultats à atteindre? Comment décider dans ce cas-là? Et ils seraient responsables, mes clients, d'avoir des difficultés à y parvenir, à décider dans ces conditions? Allons donc. Autre approche. Mes clients ont-ils la main sur les attentes de l'entreprise traduites en objectifs et en résultats? Là encore, ça se décide très généralement à un autre niveau. La question est comment gérer cette pression descendante et quelle décision peut prendre mon client, le manager de proximité, pour mettre les collaborateurs dans les meilleures conditions pour atteindre le résultat. En fait, comme cette pression est quasiment exclusivement mise sur le résultat, quelle est la marge de manœuvre de mes clients pour prendre des décisions quant aux méthodes? Méthode pourquoi? Méthode à privilégier pour atteindre les résultats. Quand la pression est presque à 100% sur les résultats, il reste quoi pour s'intéresser aux méthodes? Comment reprocher à mes clients de ne pas consacrer au moins 70% à la recherche de méthodes novatrices et adaptées? Deuxième grande fonction de mes clients et que je voudrais aborder, c'est la valorisation, la motivation des collaborateurs. Là aussi, ça fait partie des reproches qui leur sont parfois faits par les entreprises, par les directions des entreprises. Je vous pose la question, mesdames et messieurs les jurés, que faut-il pour motiver quelqu'un? L'écouter, discuter, partager, comprendre ce qui est dit et aussi ce qui n'est pas dit, les besoins, les émotions. Si vous-même, mesdames et messieurs les jurés, étiez dans cette situation, motivé, valorisé, de quel ingrédient nécessaire, indispensable, de quelle denrée rare auriez-vous besoin? Point d'interrogation. Du temps. Ah oui, je sais, ça peut faire sourire la notion de temps. Alors, je vous propose une entrée très simple pour aborder le sujet. Nous avons trop de choses à faire, trop de sollicitations au regard de nos ressources temps et énergie. Donc, gérer son temps, en fait, c'est savoir arbitrer en permanence entre plusieurs importants. Quelle entreprise va soutenir mes clients, soutiendrait mes clients s'ils choisissaient d'affecter 80% de leur temps à la relation avec leurs collaborateurs? 80%, c'est ce qui est écrit dans les livres. Bon, vous allez me dire, c'est beaucoup. On tente un 50-50? Chiche. Comment concilier temps consacré à la connaissance fine des collaborateurs et pression du résultat? Mission quasi impossible. Et ce sont mes clients qui en seraient responsables? Et pour poursuivre sur le thème de la motivation, qui motive mes clients? Quels sont les signes de reconnaissance qu'ils reçoivent au quotidien? Par exemple, que peuvent-ils ressentir quand ils ont été court-circuités, quand dans la relation, un N+, est en ligne, en prise directe avec un collaborateur et le manager de proximité court-circuité? Ou quand un N+, semble désavouer le manager vis-à-vis de ses collaborateurs dans ses façons de faire, dans ses pratiques au quotidien. Pour conclure, pensez-vous toujours, mesdames et messieurs les jurés, que l'entreprise, avec ce que nous venons de voir, a un quelconque intérêt à parfois donner le sentiment de suspecter les corps intermédiaires que sont mes clients? En fait, ne devrait-elle pas plutôt les accompagner? Alors oui, de façon constructive, inspirée par une volonté d'échange pour permettre une véritable compréhension partagée avec l'entreprise, nous plaidons résolument non coupables. Mes clients n'accusent pas. C'est pas leur façon de faire. Ils souhaitent être vraiment écoutés pour que leurs difficultés soient mieux comprises, être associés aux réflexions et à la prise de décision en tant qu'acteurs à part entière.
que leur rôle et périmètre d'action soient clarifiés, qu'une vraie délégation de confiance et de décision leur soit accordée, que de véritables moyens leur soient donnés. En fait, que souhaitent mes clients? Assumer rien que leur rôle, mais tout leur rôle de manager de proximité. Merci à vous. Bravo Jean-Paul pour cette belle plaidoirie face aux accusations de l'entreprise qui accuse ses lignes managériales de ne pas être au rendez-vous, comme tu nous l'as expliqué. Alors, mesdames, messieurs, les membres du jury, je vous invite dans le chat également à répondre à l'accusation. Est-ce qu'ils sont coupables comme ils sont pointés du doigt des différentes accusations qui sont portées contre eux? Est-ce que la plaidoirie de monsieur Jean-Paul Thomas, alias notre sage de Vincennes, vous a convaincu? Je dirais bien évidemment à vos votes et à vos réflexions. Merci, votre honneur ou je ne sais qui. En tout cas, merci Eric Batman-Cierniewski. Bien évidemment, nous plaidons la responsabilité partagée, votre honneur. Alors là, je sais, hein, il y en a qui se disent « Ah bah super, alors elle dit qu'on est un peu responsable, celle-là, ça valait bien le coup de rester jusqu'à la fin. » Pas de panique, je vais tout vous expliquer. Et puis, franchement, on va pas se mettre, nous aussi, à pointer tout le monde du doigt, parce que sinon, on va s'y perdre. Laissons pointer les pointeurs. Hein. Nous, on répond, c'est pas pareil. Donc, j'aimerais commencer ma défense, messieurs et mesdames les jurés, par une relecture des faits qui sont régulièrement reprochés à mon client manager de la part des collaborateurs. Ceci est bien entendu, et vous allez vous en rendre compte, hein, une liste non exhaustive de leur perception de mon client manager. Donc, si je fais une petite liste, on reproche régulièrement à mon client manager de ne pas être exemplaire, d'être incompétent en management, parce qu'il ne sait pas gérer, d'être injuste ou inéquitable, d'être bien évidemment l'œil de Moscou de la direction, d'être en permanence du côté de la direction et donc de perdre de vue la réalité opérationnelle du terrain, de ne pas suffisamment faire confiance à ses collaborateurs et donc de ne pas déléguer suffisamment, voire de contrôler à outrance. Mais aussi de ne pas passer assez de temps avec les collaborateurs. Pourtant, sinon, c'est du contrôle. Mais bref, ne pas suffisamment accompagner ses collaborateurs, de ne pas suffisamment développer leurs compétences, de ne pas être assez bienveillant, voire de trop mettre la pression. Et je finis par mon petit préféré. On lui reproche souvent de ne pas avoir de courage managérial et donc de ne pas savoir décider ou de ne pas trancher quand il y a conflit ou mésentente sur un sujet. C'est un joli tableau, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi, j'aime bien, je trouve ça sympa parce que c'est un savoureux mélange d'énonciateur, rempli de ressentiments, de jugement de valeur et agrémenté, tu sais, cherry on the cake, agrémenté de préjugés. Vous en voulez un verre ou pas? Bon, alors faites gaffe, c'est mauvais, ça arrache comme de la mauvaise gnôle. Mais ça existe et on en boit régulièrement. En fait, ce que je voudrais, c'est que une fois cette partie du tableau contemplée, j'aimerais proposer au jury de jeter un œil, mais sur l'autre partie du tableau. Ce que les collaborateurs ne voient pas, en fait. Parce que quand on est manager, on est placé à l'épicentre des attentes de production. On occupe un rôle d'exécution et de transmission des directives, en étant totalement tributaire, d'ailleurs, des changements de cap ou de direction de sa propre direction, de ses propres N+2, N+3 ou N+10. Mais comme le soulignait maître Jean-Paul Lesage, du 9-4, de Vincennes, comment manager et communiquer quand je suis moi-même dans l'incertitude, l'inquiétude, la colère, la démotivation face aux transformations exigées. Comment demeurer honnête et transparent vis-à-vis de mon équipe tout en restant dans l'exemplarité nécessaire à mon rôle de manager. Personnellement, moi, je m'y perds. Mais les managers sont pris en permanence entre le marteau et l'enclume. Tu vois ? En fait, le manager doit affronter des principes de réalité humaine et budgétaire, mais l'opposer à une vision stratégique et à des exigences de quantité, de qualité, mais surtout d'immédiateté. Tout ça, là, c'est un espèce de piège qui se referme au fur et à mesure sur le manager, dont la volonté pourtant est de ne pas faillir, parce qu'on ne tombe pas au combat quand on est manager, tu vois. Non, on se bat jusqu'au bout, on y donne son âme, son sang, tout ce qu'on a, tu vois, tout en sachant qu'on est souvent dans l'impossibilité de réussir, mais on se bat quand même. Cette force dont le manager est capable s'accompagne bien entendu pour moi
d'une hyper-culpabilisation surtout. Et alors là, on y va les gars, hein. On culpabilise d'être malade, parce que forcément, si je suis malade, je suis non productif. On culpabilise d'être en vacances, et donc déconnecté, de ne pas répondre aux mails, SMS, appels. On culpabilise de ne pas travailler suffisamment vite, de ne pas produire assez vite, d'être absorbé par l'opérationnel, et donc de manquer de temps de réflexion, d'analyse, qui semble nécessaire bien évidemment. On culpabilise de ne pas atteindre ses objectifs, même quand on sait qu'ils sont inatteignables. Attention, j'ai pas fini, hein. Quand on est manager, on culpabilise aussi de ne pas pouvoir augmenter ses équipes, par exemple, à la hauteur de leurs engagements et de leurs efforts, à cause d'enveloppes de plus en plus faibles, dont on n'est pas responsable, hein, mais que l'on doit, nous, assumer face aux équipes. On en vient aussi à culpabiliser de demander des ressources humaines et budgétaires, dont on a d'ailleurs besoin uniquement pour faire ce qu'on nous demande. Pas plus, c'est pas pour le fun, on veut pas s'entourer d'une équipe de foot, genre une équipe de pom-pom girl ou de quoi. Non, on préférerait. Mais non, si on le veut, c'est parce qu'on en a besoin. Mais on culpabilise d'en avoir besoin. Et puis, on peut aussi culpabiliser, et ça c'est ma petite préférée, on culpabilise même, on en arrive à ce point-là, de demander aux gens de faire ce pourquoi ils sont rémunérés. C'est ce que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'on a la crainte de la pression de la médecine du travail qui, elle, traite de cas individuels en ignorant souvent le contexte professionnel ou encore l'environnement de travail de ces équipes-là. Mais encore une fois, j'ai pas terminé. On culpabilise aussi parfois de paraître mal organisé ou dispersé, passant d'un poste de travail à l'autre, tu vois, en répondant aux sollicitations, en gérant des imprévus, en paraissant parfois même incertain. On culpabilise de ça. Et pourtant, si tu prends un peu de recul, la plupart des managers ont été formés grâce à ce qu'on appelle avec Eric la formation SLT sur le tas. Un trousseau de clés, une équipe, on te dit, bah voilà, ce sont les tiens, Et si tu as un manager bienveillant, le tiroir de Xanax qui va avec, tu vois, ou au moins la machine à café. Mais c'est comme ça que la plupart des managers ont été formés. Donc oui, ça peut arriver de paraître incertain ou désorganisé parfois. Ou alors, parfois, ils ont même des formations, mais tu sais, en one-shot, sans suivi de leur supérieur hiérarchique par la suite. Mais si on prend 2 secondes de recul et qu'on réfléchit, c'est cette présence terrain, au fil de l'eau, qui fait toute l'efficacité d'un manager. Car il apprend de ses réussites, mais aussi de ses échecs. Moi, ce que j'aime me dire, après, c'est ma vision, chacun fait ce qu'il veut, mais finalement, pour moi, le parcours d'un manager, son combat quotidien, donne tout son sens à la citation d'un bon pote à moi, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Oscar Wilde, et qui disait que l'expérience était le nom qu'on donnait à la somme de nos erreurs. Mais les collaborateurs reprochent aussi parfois à leur manager de ne pas suffisamment déléguer. Pourtant, si je ne m'abuse, il n'est pas rare de constater que c'est parfois le collaborateur qui refuse la délégation pour ne pas prendre de risques ou pour rester dans le confort infantilisant bien connu, créé par ce qu'on appelle le command and control, où c'est le manager qui fait tout et moi je ne fais rien. Ce qui amène le manager à culpabiliser quand même sur sa capacité à être suffisamment bienveillant ou trop exigeant à vouloir déléguer des choses et à fatiguer ses collaborateurs. Bref, j'ai suffisamment parlé, donc si on la fait courte, si on se fait un petit résumé, pour assumer tous ces rôles à la fois, il faut être un super-héros. Moi, c'est ce que je me dis. Après 12 ans de management dans la grande distrie, c'est ce que je me dis. Et moi, j'en ai choisi un que j'aime bien. J'ai choisi Tony Stark, plus connu sous le nom d'Iron Man. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Il a pas de pouvoir surnaturel. Et pourtant, il a su devenir un super-héros. Mieux encore, il a su canaliser, motiver et inspirer d'autres super-héros. Je l'ai choisi parce que pour moi, il est celui qui représente au mieux la fameuse deuxième partie de tableau que je voulais que le jury regarde, ce que les collaborateurs ne voient pas. C'est celui qui accompagne et fait grandir les talents. C'est celui qui mobilise toutes les individualités. C'est celui qui propose une nouvelle vision partagée. C'est celui qui assume et utilise ses défauts pour le rendre plus accessible et plus fédérateur, tu vois. Voici ce que le manager, tout comme Iron Man, fait chaque jour avec le peu de moyens qu'on lui donne. Et ça, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, ça s'appelle du courage. Pour clôturer mon intervention, messieurs, mesdames les jurés, j'aimerais rappeler la définition du bouc émissaire selon René Girard. Pour ceux qui connaissent pas ce monsieur, c'est un anthropologue et un théoricien de la violence des sociétés qui disait que le bouc émissaire
désigne l'individu nécessairement coupable pour ses accusateurs, mais innocent du point de vue de la vérité, par lequel le groupe, en s'unissant uniformément contre lui, va retrouver une paix éphémère. Il y a donc une différence entre ma réalité et la réalité. Chacun cherche un coupable parce que c'est beaucoup plus simple que de prendre sa part et de se remettre en question. Un problème ne vient pas d'une seule personne, mais des interactions de chacun des éléments d'un écosystème entre eux, en fait. Je le répète, votre honneur, nous plaidons la responsabilité partagée. La seule accusation à laquelle nous plaidons coupables, c'est de faire de notre mieux avec les moyens qu'on nous donne et qui sont souvent beaucoup trop restreints. Merci. 3 donc acteurs principaux que nous avons mis au cœur de ce procès. Bien sûr, un acteur majeur qui est l'accusé en chef, le manager, mais nous avons aussi abordé 3 autres accusateurs, les accusateurs que sont la société, l'entreprise elle-même ou les collaborateurs. Maintenant, mesdames, messieurs les membres du jury, il est temps de rendre votre verdict grâce aux plaidoiries de nos avocats. Quel est justement votre verdict sur ces accusations? Coupable, non coupable, responsable, vous avez tout le choix justement des possibilités. Nous vous laissons répondre dans le chat et nous allons bientôt, bien évidemment, clôturer ce procès. Je suis désolé Aurélie pour mon micro, je suis vraiment désolé par rapport à ça. En tout cas, on va essayer donc de clôturer notre procès pour pouvoir justement vous permettre de continuer votre repas si vous n'avez pas terminé. Je voudrais juste remercier parmi tous les gens qui sont présents, ceux qui ont l'habitude de nous suivre dans ces webinaires. On vous remercie d'être fidèles. Et puis un petit mot pour la fin. Un petit mot sur la fin, pour la fin, pour chaque acteur, pour chaque personne qui a contribué à ce webinaire. Jean-Paul, Laura et Juliette, un petit mot à nos femmes. L'élégance commence, bien évidemment. Un petit mot à Laura, un mot de la fin, Laura, par rapport à ce webinaire. Pardon. Alors, ce qui est extrêmement plaisant, c'est d'accrocher à un angle qui est, bon, certes original, parce qu'on est 4 personnes différentes et originales. Et en même temps, j'ai pris un plaisir fou à aborder un angle qui est déculpabilisant et en même temps qui aborde mille et une possibilités. Dans la vie, en général, on plaque les étiquettes et on plaque facilement ce manager dans une case. Et il est très difficile pour lui d'en sortir. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet exercice de style avec vous. Voilà. Merci, j'embraye directement. Oui, j'embraye directement. Bon, donc, désolé, j'ai l'impression qu'il y a eu des problèmes de son. C'est son et lumière, bon, mais c'est Noël. Qu'est-ce que vous voulez, ça peut pas scintiller tous les jours quand même. Hein. Et nous, on est un peu sapin, mais bon, ça se voit pas trop. Allez, je redeviens sérieux. Non, merci à vous de vous intéresser au sujet. Moi, je trouve que c'est un sujet passionnant. Alors, c'est vrai que c'est forcément un format où on ne peut pas tout dire, on n'a pas tout dit, et il y aura encore plein de choses à dire, mais c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'on aura sûrement l'occasion de se revoir, on aura sûrement l'occasion de continuer à en parler, de partager sur ce sujet. C'est un sujet qui est vraiment intéressant, c'est un sujet qui est impliquant, comme le disait Eric tout à l'heure, ça concerne des hommes et des femmes qui vivent au quotidien des choses, et donc je pense que, allez, on va être un petit peu emphatique, mais je pense que ça sera le sujet du XXIe siècle. Ça veut dire que je pense que les entreprises qui au XXIe siècle, alors moi j'en verrai pas la fin personnellement, mais les entreprises qui au XXIe siècle ne se poseront pas la question du rôle, de la posture du manager et donc de la relation avec les collaborateurs et aussi de la place et du rôle des collaborateurs, à mon avis, elles auront des soucis. Mais je ne lis pas dans les boules de cristal. Ciao. Moi, je vais faire court aussi. Merci d'être là. Merci à ceux qui nous suivent depuis le début. C'est super, c'est un nouvel exercice pour nous et je pense qu'on prend énormément de plaisir à être avec vous. Et merci pour toutes les interactions que vous avez eues dans le chat, parce que ça nous fait du bien aussi. Ça montre qu'on touche certaines choses chez vous et qu'on n'est pas à côté de la plaque. Donc moi, ça me fait plaisir. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Vous faites pas trop de gros bisous, parce que sinon, s'il vous plaît, on pourra pas ressortir et on continuera pendant des mois à vous parler des ordis. Parce que moi, j'aimerais bien vous revoir un peu. Donc, je vais finir là-dessus et juste sur une phrase. Je veux juste
pointer le doigt sur deux mots qui veulent pas dire la même chose. Responsable et coupable, ça ne veut pas dire la même chose, ok? Donc, non coupable pour les managers, on est responsable de ce qu'on fait, mais on n'est pas forcément coupable, ok? C'est ce qu'on voulait mettre en avant là-dessus. Merci à tous, salut, gros bisous, joyeux Noël, joyeux Pâques, tout ça, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on se revoit, quoi. Merci. Merci Juliette, merci Jean-Paul, merci Laura. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes pendant ce webinaire. On prend toujours un grand plaisir à le partager avec vous. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Surveillez bien vos agendas. Il y aura forcément d'autres séquences très prochainement. En tout cas, passez de très bonnes fêtes. Et rappelez-vous que dans 2 confinements, c'est les vacances d'été. Donc, bon courage à tous.